On est parti. Bonjour à toutes et à tous. Les recommandations d'usage dans ce genre d'exercice, même si on est maintenant tous éprouvés, dématérialisés. Ce que je propose, c'est que pour un peu plus de convivialité, notamment pour nos intervenants, je vous invite effectivement à laisser vos caméras ouvertes. J'ai bien vu les messages, en tout cas pour ceux qui ont des caméras, bien évidemment. Par contre, les micros, on vous demandera de pouvoir les fermer. Par ailleurs, pour préserver un petit peu la dynamique de la présentation, je vous propose de poser vos questions lors des intermèdes que nous ferons entre les différentes segmentations qui vous être proposées sur la présentation. Donc, pour ce faire, peut-être levez votre main avant chaque intervention, que la main que vous trouvez dans l'onglet participants. Et puis néanmoins, il y aura toujours le chat que vous pouvez utiliser. Je colligerai vos questions et je pourrai faire votre porte-voix le moment venu si vous deviez préférer cette voix-là. Ah, ou alors peut-être que tu débranches ça. Ah ben oui, là c'est là-dedans. Je sais pas. Alors, on a perdu des gens, on a perdu Bertrand, il n'a plus de micro et on n'a plus de vidéo. Allez, vous m'avez récupéré? On ne te voit pas, mais on t'entend. Vous voyez là. C'est ça. C'est bon. Allez, c'est parti. Allez, on est reparti. Ceci étant fait, nous accueillons aujourd'hui Madame Morgane Langlois-Gauthier, qui est responsable du pôle SI Santé du Centre technique des institutions de prévoyance, si j'ai bien pris mes notes. Je crois que Madame Nathalie Stel devrait être également avec nous, qui est directrice informatique santé collective à la Fédération française de l'assurance, et puis Christophe Lapierre, qui est directeur des systèmes d'information de santé à la Mutualité française, si encore une fois sont toujours bonnes. Je crois savoir également que Karine Elliot devrait être avec nous également de la DGOS sur le bureau PF5 en charge des dossiers numériques et tout particulièrement sur ce dossier ROC. Alors, je veux les remercier très sincèrement, d'abord pour avoir pris ce temps d'être avec nous aujourd'hui, alors que la période est relativement chargée pour les uns et pour les autres. Mais je veux également les remercier vivement parce qu'ils font preuve d'une très grande pédagogie dans l'accompagnement qui est le leur, dans le cadre des travaux qui sont en cours avec nos équipes. Et à ce titre, petite pensée également donc pour la DGOS et l'ANS qui sont partie prenante de ces travaux. Et puis bien évidemment à nos équipes qui sont présentes et engagées sur ce sujet. Alors, avant de laisser la parole à nos intervenants, je veux juste rappeler que la FHP a été signataire avec l'ensemble des parties prenantes sur le sujet, à savoir le ministère, les AMC, les fédérations hospitalières, d'un accord cadre qui a été signé le 18 mai 2021. Cette signature, elle était attendue, importante, puisqu'elle vient consacrer finalement de nombreuses années de travaux. J'ose plus dire le nombre, mais en tout cas, les travaux sont en cours depuis... je crois, Christophe, près de 8 ans, si je me souviens bien des premières discussions. Si on prend... Ça remonte à loin, c'est vrai. Bon, toujours ça valait le coup. Ouais, exactement, ça valait le coup. Et d'autant que, si vous voulez, cette signature, pour nous, vient intervenir alors que les travaux pour l'intégration de notre secteur dans le dispositif commençaient, sous l'égide justement de nos intervenants du jour, mais également, comme je disais tout à l'heure, de l'ANS et de la DGOS. Ça sera évoqué dans le cadre de cette séquence. Il y a une échéance qu'on s'est fixée, enfin il y a un petit programme de travail avec une échéance sur l'été pour travailler sur une note de cadrage qui viendra poser un petit peu le socle de la rédaction de cahier des charges pour la mise en œuvre du dispositif ROC à nos établissements. Globalement quand même, fortement, on va capitaliser sur ce qui a pu être mis en œuvre et qui préexiste pour les établissements XDG, qui seront rappelés d'ailleurs tout à l'heure comme étant déjà dans l'expérimentation, enfin, avoir passé la phase d'expérimentation pour avoir une généralisation qui s'est maintenant engagée. Alors je sais sur ce sujet l'attente très forte et je veux le dire haut et fort parce que c'est vrai que c'est un vrai sujet chez nous, c'est un sujet d'attente. Et en effet, au-delà d'une dématérialisation des flux avec les AMC, le dispositif ROC engage une vraie refonte des échanges entre les établissements et les complémentaires et porte pour objectif, vous le verrez, mais en tout cas dans les grands objectifs, c'est l'amélioration de l'information et de la qualité du service aux patients, c'est réduire les coûts de gestion pour les AMC, mais également pour les établissements de santé, et ça fiabilise la facturation et le paiement, et donc impactant la trésorerie de nos établissements.
Donc, ce webinaire a pour objectif de vous présenter, alors bien sûr, ce qu'est l'association InterMC qui sont représentés aujourd'hui et qui portent le projet, mais également les enjeux qui sont poursuivis par le dispositif, son périmètre, les services qui sont offerts et la contractualisation qui en résulte. Je sais également qu'un retour d'expérience des expérimentations vous sera proposé, ainsi qu'un point sur les travaux et les travaux en cours et les travaux à venir. Écoutez, ceci étant dit, je crois qu'il ne me reste plus qu'à vous laisser la parole au porteur du projet, et je vous souhaite une belle réunion. On vous remercie encore d'être présent avec nous ce matin. Merci Bertrand. On va faire la présentation en fait à 3 voix, puisque donc je vais commencer et ensuite Morgane pour le CETIP et Nathalie Stel pour la FFA prendront la suite, puisque c'est un projet qu'on porte en inter-AMC. Vous allez voir qu'on va définir aussi ce qu'est l'inter-AMC. Donc, c'est un regroupement de l'ensemble des complémentaires. J'ai vu aussi que Loïc Hubert de l'ANS s'est connecté, donc il pourra aussi apporter un éclairage avec parce qu'effectivement, Bertrand l'a dit, l'ANS a été, enfin, l'ex-ASIP, pour certains d'entre vous qui n'ont peut-être pas suivi tout, a été un partenaire important et très présent aussi aujourd'hui, à la fois auprès des éditeurs et des établissements hospitaliers qui sont déjà impliqués dans le projet. Donc, vous aurez aussi la possibilité d'avoir des retours de ce point de vue-là. On a prévu une présentation, pour tout vous dire, assez dense, donc partant du principe que vous aurez le support et que vous pourrez peut-être aller plus dans le détail, puisque comme on n'a quand même pas aujourd'hui énormément de temps, ne vous inquiétez pas, on va peut-être passer assez vite sur un certain nombre d'éléments. N'hésitez pas à poser bien sûr des questions. L'objectif n'est pas de détailler les éléments techniques aujourd'hui, bien qu'on ait quand même souhaité vous donner un aperçu, parce que je pense que votre niveau de connaissance est très hétérogène. J'ai vu qu'il y avait effectivement des profils très différents. Vous pourrez bien sûr, ou on pourra, via la FHP, creuser certains points ultérieurement. Donc, je vais partager mon écran et vous devriez normalement voir maintenant assez vite la présentation. Voilà, est-ce que c'est bien le cas ? Okay. Christophe. Très bien. Donc, l'objectif, comme l'a dit Bertrand, c'est bien de vous permettre… Alors, je ne sais pas si vous voyez la barre qui est au milieu, là. Moi, elle me gêne un peu. Je vais essayer de la mettre tout en haut. Voilà. L'objectif, c'est bien de vous donner un petit peu un aperçu de tout le dispositif, l'organisation, la manière dont on s'est organisé autour du sujet, puisque ROC vise bien sûr les échanges entre les établissements et les complémentaires. Il y a tout un travail qui a été fait pour, on va dire, simplifier et vous faciliter la connexion avec le monde des complémentaires, l'écosystème des complémentaires, et pas simplement les mutuelles, les assureurs ou les IP, mais vous verrez aussi l'ensemble des intermédiaires ou des délégataires ou des opérateurs qui peuvent intervenir. Effectivement, comme l'a dit Bertrand, on va revenir un petit peu parce que ROC est un dispositif qui a été expérimenté sur le terrain comme depuis pas mal de temps, plus de 2 ans. Et un déploiement est en cours aussi et on a commencé un certain nombre de travaux avec certains d'entre vous, donc on en dira aussi quelques mots. Pour quand même résumer ROC, de quoi on parle, c'est bien effectivement un dispositif d'échange dématérialisé entre l'ensemble de la sphère des complémentaires et les établissements. Alors aujourd'hui, les établissements publics et PNL, demain, donc évidemment, vos établissements. L'objectif, c'est bien de faciliter toute la dimension de prise en charge du patient et notamment vous permettre de façon sécurisée financièrement de pratiquer le tiers payant. Mais en fait, ce n'est pas uniquement sur le tiers payant, on voit bien qu'on va bien au-delà, et vous allez le voir dans ROC, on dématérialise complètement les échanges, la chaîne, en fait, depuis même potentiellement la préadmission jusqu'à l'encaissement et le rapprochement bancaire de votre côté. Et donc, on a vraiment une dématérialisation du processus, du flux complet, qui remet d'ailleurs en cause les pratiques actuelles, notamment de prise en charge, etc. Vous allez le voir, on a complètement revu le dispositif. Ça vous concerne moins, mais on a beaucoup travaillé dans la sphère publique avec la DGFiP parce que les échanges se faisaient à 3, comptable de l'établissement, comptable ordonnateur et comptable public. Et c'était un sujet d'alignement et de problématiques assez récurrentes dans les échanges entre les hôpitaux publics et les complémentaires. Le circuit sera à cet égard plus simple avec vous, mais le dispositif et les logiques sont bien les mêmes. Donc, ce qu'on va voir ce matin s'adapte tout à fait au contexte des établissements privés.
Voilà. Et donc, bien sûr, ça a été un projet élaboré en commun et donc on a rappelé un certain nombre d'acteurs, mais c'est vrai qu'il y a eu énormément de mobilisation. Un projet long, c'est vrai, mais qui effectivement nécessitait des ajustements nombreux. Et aujourd'hui, on est dans la logique maintenant d'un système éprouvé qui se déploie et qui commence à montrer de réels retours sur investissement. Et d'ailleurs, pour l'ensemble des acteurs, c'est pour ça, je pense qu'on a une bonne dynamique parce que chacun y trouve un intérêt. C'est un élément ROC qui fait partie de ce qu'on appelle le programme national Symphonie. Donc, c'est là un pilotage effectivement DGOS, ministère de la Santé, et avec un certain nombre de dispositifs sur lesquels on ne reviendra pas aujourd'hui. Mais enfin, donc c'est bien un pilotage qui s'inscrit dans un cadre bien plus large. Voilà, donc les grands jalons, en fait, pour vous résumer, et parce qu'il y a eu des événements récents qui justifient quand même qu'on en parle un petit peu, on va y revenir. Mais c'est vrai qu'on a commencé les premiers échanges ROC alors 2017, 2018, parce qu'il y a eu des phases d'ajustement technique. Auparavant, il y avait eu plusieurs années de conception de l'ensemble du dispositif, et notamment des services en ligne dont on va parler. Ensuite, on est entré dans une phase de pré-généralisation depuis septembre 2020, parce qu'il y a une petite inversion de date là sur le support, mais en juillet, on avait publié en fait le cahier des charges grâce au GIE César Vital, cahier des charges définitif qui est issu de l'expérimentation qui a été menée, donc quasiment 2 ans, et qui nous a permis de publier un cahier des charges pour vos éditeurs de logiciels qui donc maintenant peuvent s'appuyer sur une norme commune, stabilisée, et qui est celle que l'on va déployer aujourd'hui. Donc, je l'indique aussi là, on a commencé les premiers travaux d'échange avec la FEAP et la FHP en janvier, puis des réunions de travail à partir d'avril. Et politiquement aussi, on a installé le dispositif ROC dans le paysage avec un acte important que Bertrand a rappelé, c'est la signature le 18 mai de ce qu'on appelle l'accord cadre national. Vous allez voir à quoi ça correspond, mais c'est quand même très fort parce que c'est un engagement politique, à la fois du ministère, des GOS, DSS d'ailleurs, la direction de la sécurité sociale et la direction de l'offre de soins, l'ensemble des complémentaires via leur fédération, donc qui sont représentés ici, et l'ensemble des fédérations hospitalières aussi, qui se sont donc retrouvées dans cet accord. Et donc, on est tous maintenant réunis dans une gouvernance qui va être installée, un comité stratégique, un comité opérationnel, dont l'objectif est bien d'assurer le déploiement du dispositif. Donc, il y a donc toute une dimension opérationnelle, mais aussi un engagement politique maintenant qui est matérialisé par cet accord cadre national. Donc, ça, c'est un point très important. Je vais vous dire 2 mots sur l'association Inter-AMC parce qu'en fait, aujourd'hui, on est là, alors moi pour la mutualité, et puis Nathalie pour la FFA et Morgane pour le CETIP. Donc c'est les 3 grandes familles d'organismes de complémentaire santé. Mais en fait, on n'aurait jamais pu faire ROC sans regrouper l'ensemble de nos forces et harmoniser l'ensemble de nos systèmes et donc créer une véritable interopérabilité avec les complémentaires via cette association. Donc, vous en dire 2 mots. Elle a été créée dans un contexte très particulier qui est le contexte de 2015, pardon, excusez-moi, voilà, de tiers payant généralisé à l'époque. C'était les projets de Marisol Touraine qui voulaient généraliser le tiers payant en médecine de ville. Et en fait, on a jugé utile à ce moment-là de regrouper en fait les forces des complémentaires parce qu'il fallait absolument qu'on puisse avoir une offre homogène en termes de services, qui soit un véritable gain à la fois pour nous en termes de fonctionnement, il fallait qu'on optimise nos processus, c'est évident, mais aussi pour la prise en charge de nos assurés et surtout pour fluidifier le parcours du patient et éviter la surcharge administrative. Donc, en fait, on est parti de cette injonction-là et cette nécessité. On a commencé par travailler sur les sujets villes et bien sûr, on a rejoint très vite la problématique des échanges à l'hôpital et donc, on a transposé, on va dire, les travaux qu'on menait sur la ville et la logique de service en ligne qu'on va vous déployer juste après, donc dans la sphère hospitalière. Donc, aujourd'hui, l'association, vous voyez sur cette page-là, ça regroupe quasiment l'intégralité de la sphère des complémentaires, donc aussi bien les assureurs, les mutuelles, les IP, que les opérateurs de tiers payants, les courtiers, certains délégataires de gestion, des plateformes aussi qui font de la gestion de réseau. En fait, tous les intermédiaires du monde des complémentaires qui ont des relations de près ou de loin avec les professionnels de santé, ville ou hôpital. Vous voyez qu'on a une représentation extrêmement forte. On vous a mis les membres du conseil d'administration. Il y a 6 assureurs, 6 mutuelles et 6 IP, et ce sont les leaders de nos différents secteurs. Ce sont aussi, c'est très important pour nous, des acteurs qui sont des opérationnels. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique de fédération avec des élus où on peut avoir des prises de position politiques. C'est aussi le cas, puisque nos fédérations sont présentes, bien sûr.
Mais notre conseil d'administration valide toutes les orientations avec, donc, comme administrateur, des personnes qui sont impliquées dans l'opérationnel et dans la liquidation des prestations et la gestion, et donc qui sont véritablement au plus près des métiers. Donc ça, c'est très important. On considère aujourd'hui qu'on représente quasiment 100% du top 30, mais surtout, plus important, quasiment 99% de la population, avec tous les membres de la population française, tous les membres de l'association, ce qui veut dire que quand on met en place quelque chose au niveau de l'association, c'est véritablement des outils de place, comme on dit, qui s'appliquent à l'ensemble du secteur. L'association travaille comment? En fait, on définit une offre de service, on s'appuie sur des acteurs, si possible, qui existent déjà pour ne pas recréer des choses en plus. C'est-à-dire que l'association a créé depuis 2017 un portail de contractualisation commun à toutes les complémentaires santé. Ça, c'est pour les professionnels de ville. On verra comment se passe la contractualisation pour les établissements hospitaliers. Vous verrez aussi qu'on a créé des briques d'infrastructures. Je ne vais pas m'étendre là parce qu'on vous l'explique à la fin de la présentation, un annuaire qui vous permet de dialoguer sans avoir à vous préoccuper de à qui adresser les flux, les factures, etc. C'est nous qui gérons tout ça. Une assistance et un support téléphonique, des normes dont on va parler ce matin, les normes des services en ligne. On a aussi mis en place des dispositifs qui permettent de vérifier la conformité technique de nos membres pour pas qu'on vous mette en face d'une clinique demain, par exemple une mutuelle qui ne serait pas mature, qui ne maîtriserait pas les normes. Quand une mutuelle se présentera demain dans ROC, c'est qu'elle aura été habilitée, on va dire, ou en tout cas, elle aura reçu une conformité, un contrôle qu'on fait nous-mêmes. De même d'ailleurs, que vous le savez sans doute, ça existe déjà pour vos propres éditeurs via ce qu'on appelle le CNDA. Et effectivement, on travaille beaucoup aussi avec le CNDA et la CNAM pour que les conformités des services soient vérifiées de la même façon d'ailleurs pour les téléservices AMO, ADRI, CDRI, que vous connaissez sans doute, que pour les téléservices AMC dont on va parler ce matin. On travaille aussi beaucoup avec le GIE César Vital, c'est la partie intermédiaire, puisque c'est le GIE César Vital qui se charge de réaliser et de rédiger tous les cahiers des charges en fait, que l'on conçoit dans l'association, pour une raison très simple, c'est qu'il n'était pas question que vos éditeurs se retrouvent avec des injonctions contradictoires entre les besoins de l'AMO d'un côté, du régime obligatoire, et ceux des complémentaires de l'autre. Donc, comme on est nous aussi partie prenante, les complémentaires du GIE César Vital, on a confié au GIE cette mission de rendre cohérent sur vos postes de travail l'ensemble des téléservices, que ce soit AMO et AMC, et bien sûr, à la fin, que l'on retrouve tout ça proprement dans la facturation. Et c'est ce dont maintenant, aujourd'hui, est chargé le GIE. On a aussi des sous-traitants, je passerai sur le détail, mais il y a un certain nombre d'intervenants sur tous les briques intermédiaires. Le CNDA pour l'agrément des éditeurs de logiciels, donc vos éditeurs de logiciels. Et ensuite, bien sûr, le déploiement. Alors là, par exemple, nous, à la mutualité, on fait le service après-vente, si j'ose dire, et on accompagne beaucoup les mutuelles, on fait des formations pour les aider à se préparer à monter dans ROC. La FFA et le CETIP font pareil avec leurs membres. Et vos éditeurs, pour toutes les questions techniques, de mise en œuvre, etc., ont le support habituel en fait, qu'ils ont sur tous ces sujets-là, c'est-à-dire le GIE César Vital. Voilà comment on a créé en fait, l'association et comment on travaille. Donc, je ne vais pas aller plus loin sur ce sujet-là. Je vais passer la parole à Nathalie, je crois, qui va prendre la suite pour vous détailler ce qu'il y a véritablement aujourd'hui dans le dispositif ROC de manière plus opérationnelle. Tout à fait. Merci Christophe. Bonjour à tous. Je vais mettre la caméra. Christophe vous l'a exposé. Hein. L'objectif, c'était bien d'arriver à améliorer le dispositif tel que par rapport à ce qui existait précédemment, donc, et encore actuellement sur le terrain. Donc, l'idée, c'est d'arriver à mettre en place un tiers payant. Mais donc, pour pouvoir mettre en place un tiers payant, il fallait s'appuyer sur des leviers clés, donc fiabiliser les montants qui sont facturés par les établissements aux complémentaires en tiers payant. Pour ça, évidemment, ça va passer par également la réduction des coûts de gestion qui sont liés à la facturation et toute la problématique du recouvrement des établissements et des complémentaires, avec dans la boucle pour les établissements publics, bien sûr, le comptable public. Et au-delà, Christophe en a parlé, améliorer la qualité globale du service rendu aux assurés patients, donc dans le cadre de ce tiers payant, mais donc on va le voir dans tout le processus, dans tout son parcours dans l'établissement. Des travaux en commun donc, ont été focalisés sur les processus métiers, puisqu'on est parti vraiment de ce processus, de ce parcours,
pour donc simplifier la prise en charge tout au long donc, du processus, identifier dans les interactions quels étaient les irritants pour arriver à les résoudre, les réduire à leur maximum, de même que les rejets, et donc de fluidifier et automatiser tout ce dispositif, notamment donc, via l'automatisation des flux. Alors pour ça, évidemment, Christophe en a parlé, il a fallu réunir un certain nombre d'acteurs. Donc sont associés à tout ce dispositif par le biais d'un accord cadre. Donc le ministère de la Santé, le ministère des Finances, les fédérations des complémentaires, UNOCAM et Fédération hospitalière, et puis donc l'ACNAM, l'association Inter-AMC, le GIE Césame Vital et l'ANS qui sont des partenaires à cet accord. Donc l'accord, il va permettre de définir la gouvernance et donc les grands principes de ce dispositif. Dispositif qui s'appuie sur la mise en place d'un contrat technique de tiers payant qui va permettre à l'ensemble des complémentaires de signer avec les établissements, on y reviendra plus tard, et puis un ensemble de services en ligne pour mise en place des échanges en temps réel avec un contrôle de conformité par le biais des sous-traitants dont a parlé Christophe, hein, et notamment donc, cette vérification de conformité va s'adresser aux éditeurs SIH, aux complémentaires par lesquels on va inclure les opérateurs. Donc, le périmètre donc, de ROC, c'est les actes et consultations externes, pardon, les séjours et dans un premier temps, les MCO avec l'exclusion donc, de l'activité libérale et du dentaire. En cible, pardon, et en cible donc l'extension de tout ça à l'ensemble des établissements avec donc périmètre MCO, mais pas que, donc extension au SSR, EPSI, tout le petit point ajouté en commentaire. Donc ROC, ce que c'est, ce que ce n'est pas. Alors, ROC, c'est un processus de communication, donc avec l'uniformisation des échanges entre les complémentaires et les établissements, donc en incluant la DGFiP, les établissements publics. Donc c'est un dispositif de ces échanges et donc on est allé refondre ces échanges. Par contre, ce n'est pas donc un portail ou un point de technique de centralisation. C'est vraiment des normes, mais pas du tout un outil commun des complémentaires pour en tant que point d'entrée des flux pour l'ensemble des établissements. Donc, oui. Excusez-moi, Nathalie, on insiste sur ce point parce qu'on a vu quand même qu'il y a pas mal d'incompréhension en fait. Quand certains d'entre vous découvrent le sujet, ils ont l'impression que ROC, c'est une immense boîte noire, je me connecte à ROC, ça fait tout et ça me rend des infos. En fait, pas du tout, hein. C'est vraiment un ensemble de normes et d'outils. Mais après, chacun de vos établissements va dialoguer demain avec chacune des complémentaires. Et il n'y a pas un prestat ou l'association qui gérerait tout, qui centraliserait tout. C'est vraiment une mise en place qui, d'ailleurs, c'est pour ça que le déploiement, vous le verrez, se fait établissement par établissement, éditeur par éditeur. D'ailleurs, de notre côté aussi, mutuelle par mutuelle ou bien assureur par assureur. Mais ce n'est pas du tout, effectivement, un portail unique qui va ensuite tout gérer ou vous externaliser finalement une partie de la presta. Vous pouvez le faire, mais si vous le faites, vous ne le ferez pas avec ROC, vous le ferez avec des partenaires que vous choisirez vous-même. Donc ROC, voilà, ce n'est pas un portail, mais ce n'est pas non plus un simple dispositif de dématérialisation des factures, c'est un process global qui va inclure les éléments dont a parlé Christophe, et donc on y reviendra tout à l'heure. ROC ne propose pas de conventionnement tarifaire. On a un contrat qu'on met en place, mais c'est un contrat, ce qu'on appelle un contrat technique. Donc, il va définir les modalités techniques d'échange et de garantie de paiement. Donc, il n'y a pas d'éléments relatifs à la tarification ni aux honoraires. Et donc, ce qui signifie, par conséquence, que chaque établissement et chaque complémentaire peuvent négocier, s'ils le souhaitent, des accords spécifiques en bilatéral, indépendamment et de façon en surcouche de ROC. Donc, évidemment, ce n'est pas une nécessité. ROC permet de fonctionner sur des éléments purement techniques,
Mais s'il y avait la volonté de mettre en place des accords spécifiques en termes de tarifs ou d'autres natures, c'est tout à fait possible. Donc, pour aller un peu plus loin, si vous le souhaitez, il y a un certain nombre d'éléments, on va dire, un peu plus didactiques qui sont proposés, donc avec une petite vidéo. On vous a mis les liens, hein, donc, avec la communauté Symphonie qui présente donc le dispositif ROC. Il y a sur la chaîne YouTube du programme Symphonie une petite vidéo qui est également disponible, et donc la plateforme de formation e-santé qui vous propose des éléments. Et on vous invite aussi à regarder les webinaires de l'ANS, parce que l'ANS a fait un certain nombre de webinaires qui sont en ligne et qui surtout font intervenir des représentants et des gestionnaires en établissement, donc des gens plus proches de vos métiers que nous, et qui témoignent en fait sur la mise en œuvre de ROC, sur ce que ça leur apporte, etc. Et ces webinaires sont vraiment très bien faits et je pense, pour un certain nombre d'entre vous, seront très parlants, très instructifs. Donc, allez vous verrez, hein, vous tapez des webinaires ANS, ROC, vous trouverez assez aisément. Je ne sais plus si on avait mis là, non, je ne crois pas qu'on ait mis les liens. Non, je ne vois pas le lien. Mais ils sont vraiment très intéressants et très utiles. Excusez-moi, je vais passer le slide suivant, mais j'ai des petits soucis. Voilà, normalement, c'est bon. Alors, je vous l'ai dit, on s'est appuyé sur un processus, donc processus métier avec le déroulement de la venue du patient, donc de la préparation de sa venue à sa sortie et potentiellement a posteriori. Donc, que se passe-t-il? Donc, avant la venue du patient, on va avoir un certain nombre d'étapes qui vont permettre des échanges. Donc, on va s'appuyer sur des web services, donc des services en temps réel, entre le système d'information de l'établissement et celui de la complémentaire. Donc, on s'appuie sur l'élément clé qui va être l'attestation de tiers payant, et à partir de la lecture d'éléments sur cette attestation, on va permettre donc, avant la venue du patient, la vérification de la couverture de la complémentaire, la mise à jour éventuelle du dossier patient, et donc également le dialogue avec le patient qui va pouvoir s'instaurer par l'entremise de systèmes d'information de l'établissement et donc du dialogue avec la complémentaire. Donc, ce dialogue va permettre donc une information au patient sur l'existence ou pas d'une couverture, donc éventuellement la nécessité qu'il fournisse une autre attestation, d'autres éléments à l'établissement. Il va pouvoir avoir une première vue, par exemple en cas de séjour, sur une éventuelle prise en charge pour toute ou partie d'une chambre particulière. Enfin, voilà. Donc, des éléments qui sont retournés et qui permettent un dialogue, alors avant la venue, mais ça peut être plusieurs fois de façon itérative avant la venue. Ensuite, au moment de la venue, donc on va avoir une autre étape clé, puisque là, on sait que le patient est dans l'établissement. Et donc, ça va permettre de vérifier de façon certaine, donc ce jour-là, la couverture de la complémentaire, puisqu'avant, on était vraiment sur de l'hypothétique. Et là, on va enclencher des étapes d'information et d'échange sur de la simulation du montant pris en charge lors d'un séjour. Donc, simulation de prise en charge par la complémentaire. Et donc là, encore une fois, une communication avec le patient, donc sur l'existence éventuelle d'un reste à charge. Et donc, on va mettre en place d'autres services en ligne. En bas, les acronymes que vous avez, ce sont les noms des services en ligne qu'on met en œuvre. Donc, première étape, c'est l'identification droit bénéficiaire, qu'on appelle IDB. SIM pour la simulation lors d'un séjour. Au cours du séjour, on a la même chose avec la réactualisation des éléments qui sont échangés avec la complémentaire. Au fur et à mesure du déroulement du séjour, en fait, l'établissement sait de façon plus certaine, au tout démarrage du séjour, ce sont des éléments hypothétiques. On sait qu'un patient va venir dans tel service pour une durée estimée de tant de jours, donc pour tel type de service. Donc, ça permet de donner des éléments à la complémentaire qui permet de fournir un calcul, donc une évaluation chiffrée à l'établissement. Et donc, au fil du séjour, ces éléments-là vont s'affiner. Donc, s'il y a des modifications par rapport aux éléments, entre guillemets, prédictifs de l'entrée, eh bien, ce dialogue va permettre de
fournir des éléments qui sont de plus en plus certains. Plus on va se rapprocher de la sortie, plus les éléments qui auront été partagés seront des éléments qui seront les plus proches de la réalité. Et donc, à la sortie, on va avoir une information qui va être fournie à la complémentaire. Donc, à l'entrée, on savait, nous, côté complémentaire, que le patient était entré. Donc, à la sortie, on sait de façon certaine que le patient sort. Et ça permet donc de stocker cette information dans le système d'information de la complémentaire, d'avoir l'intégralité du parcours patient et donc de tous les actes qui ont été réalisés pour pouvoir fournir un chiffrage sur le reste à charge du patient et donc la nécessité ou pas qu'il passe en caisse en fonction du niveau de prise en charge par la complémentaire. Ça permettra donc à l'issue, évidemment, une communication des montants pris en charge, je l'ai dit, de la télétransmission à l'issue de cette étape de calcul, donc par la mise en place de la DRES. Donc j'ai vu passer la question. La DRES, c'est, on va dire, la petite sœur de la DRECP pour ROC, puisqu'on a complètement mise à jour, revu la DRE pour qu'elle permette d'être complètement calquée à tout le dispositif ROC. Donc, il y a des aménagements qui ont été apportés par rapport à la DRECP. Et puis, évidemment, la mécanique classique de RSP suite à ça, avec donc la transmission du retour à l'établissement, et donc ça permet le règlement derrière. Donc, je suis allée de façon assez rapide, puisqu'on ne veut pas rentrer dans le technique, Christophe l'a précisé, mais tout ça pour expliquer qu'on va avoir des étapes qui permettent de sécuriser complètement le parcours du patient avec un certain nombre d'échanges qui permettent le dialogue tant avec l'établissement qu'avec le patient. Et donc, on ne va pas détailler plus les IDB, CLC, etc., qui sont les services en ligne clés. On les a détaillés dans un groupe de travail qu'on a depuis avec la FHP, donc on est allé assez loin dans le détail technique. Là, l'objectif, c'est vraiment de vous donner un aperçu, mais c'est vrai que retenir que déjà, tout au long du parcours, en fait, vous avez la possibilité de dialoguer en temps réel avec les complémentaires. La complémentaire du patient, vous êtes sûr qu'il y en a une. Et au fil de l'eau, en fonction de l'évolution de la situation, vous pouvez réactualiser et ajuster les éléments en amont de la facture, ce qui veut dire que c'est tout l'objectif. C'est que quand on envoie la facture, finalement, on est sûr à la fois du destinataire en termes de complémentaire, de son contenu et éventuellement même, vous avez la garantie de paiement puisque vous savez que la complémentaire vous a répondu, elle va vous dire ce qu'elle prend en charge ou pas. Et du coup, l'objectif, c'est bien qu'à la fin, vous et nous, on ait le moins évidemment de rejets possibles ou d'erreurs sur la facture. Et vous allez voir tout à l'heure dans les retours qu'on a sur l'expérimentation, c'est vraiment, on traite en fait en amont de toute la chaîne de facturation, toutes les causes d'erreurs possibles. Donc, les quelques difficultés qu'on a derrière sur la facture sont plus d'ordre de transmission et d'ordre technique que d'ordre de contenu. Et c'est un énorme progrès pour nous tous parce qu'on arrête de se poser un certain nombre de questions. Dans IDB, on ne va pas y revenir non plus trop en détail, mais simplement vous dire qu'on véhicule aussi des informations très importantes que vous avez tous de beaucoup demandé, qui sont les notions d'interlocuteur. À qui je dois m'adresser si j'ai un problème. Et donc, à chaque étape en fait, du processus, vous savez très exactement quel est l'interlocuteur côté complémentaire que vous allez pouvoir contacter en cas de doute ou de difficulté. Alors, je suis désolé, moi, je ne vois pas, en fait, comme je projette, je ne vois pas les questions qui sont posées par côté. Donc, je laisse Nathalie et Morgane les prendre et y répondre, ou Bertrand, s'il y a besoin d'attirer notre attention sur certains points. Je continue, Nathalie, j'enchaîne. Oui, s'il te plaît. Oui. De toute façon, on fera un point à la fin pour… D'accord. Je vois peut-être pas toujours passer toutes les questions, mais je ferai un point à la fin pour les questions relatives à cette étape. Je les ai toutes gardées. Très bien. On continue. Donc, le dispositif, je vous l'ai dit, il s'appuie sur un élément clé qui est l'attestation de tiers payant. Donc, c'est une attestation de tiers payant qui est harmonisée. Elle n'est pas… Évidemment, ce n'est pas quelque chose qui est normalisé. Par contre, il y a des éléments clés, donc on va présenter juste après. Et l'élément clé, c'est un data matrix. Donc, ce data matrix, c'est la porte d'entrée, le sésame, qui va permettre de dialoguer avec l'annuaire qu'a introduit Christophe en début de présentation. Et donc, ce sont les éléments clés qui vont permettre d'interroger la complémentaire par le biais donc, de cet annuaire pour trouver le chemin d'accès du routage donc, de ces fameux services en ligne. Donc, sur la page suivante, on vous présente l'illustration avec différents exemples d'attestations. Donc, peu importe les éléments de ces attestations,
ce qui est important, c'est ce qu'on vous a encadré. Donc, on a ce qu'on appelle la zone normalisée, mais là, on va dire que dans le cadre de ROC, finalement, à partir du moment où vous allez automatiser par le biais de l'utilisation d'une touchette ou du scan du data matrix, en fait, vous allez avoir l'acquisition de ces données en automatique. Donc, le message clé, c'est qu'il faut bien avoir une attestation qui vous soit présentée. Cette attestation, elle va comporter un data matrix qui doit être conforme. Et à partir de là, évidemment, vous allez devoir acquérir les notions de bénéficiaires sur l'attestation, donc saisir les données des bénéficiaires, mais vous allez retrouver dans le data matrix les données nécessaires au routage pour aller accéder à l'annuaire. Donc l'annuaire, oui, il est mis à jour régulièrement. En fait, il est mis à jour dès que nécessaire par les complémentaires. C'est les complémentaires qui ont la main sur l'alimentation de cet annuaire. Et donc, par anticipation, par exemple, elles peuvent prévoir qu'il y aura une modification, une migration, peu importe. Et donc, l'URL dont vous aurez besoin sera mis à jour en temps utile pour que en fait, ce soit complètement transparent. Donc, l'information clé que vous devez avoir et retenir là, c'est que vous n'avez plus à maintenir dans votre système d'information une base de données en vous préoccupant d'interroger Pierre-Paul Jacques pour savoir, dans le cadre de cette complémentaire, quel est l'interlocuteur clé, etc. Comme l'a dit Christophe, on va avoir des informations qui vont redescendre par le biais des flux. Donc ça, c'est les interlocuteurs, on peut dire des entre guillemets physiques. S'il se passait un problème quelconque, eh bien, on vous retransmet dans le flux des coordonnées pour pouvoir contacter les complémentaires. Mais vous allez voir, normalement, vu le dispositif ROC, normalement, c'est même quelque chose de superfétatoire, on va dire. Et donc, dans le cadre de la mise en œuvre de l'annuaire, donc, vous scannez, vous allez récupérer ce qui est indiqué, un numéro d'AMC, type de convention, critères secondaires de routage et numéro d'adhérent. Tout ça, c'est embarqué. Et à partir du moment où, évidemment, toutes les complémentaires ne sont pas organisées de la même façon, et a fortiori pour tous les domaines de médecine, le tiers payant pour, par exemple, je sais pas, la médecine ou la pharmacie peuvent suivre des circuits, des opérateurs qui vont être différents de ce qui va se passer à l'hôpital. Ce n'est pas votre préoccupation. En fait, vous allez acquérir ça automatiquement par le biais de la lecture donc, de ce data matrix. On vous parle de l'annuaire par souci de pédagogie, mais l'objectif de l'annuaire, c'est justement que vous ignoriez son existence, quoi, en gros. Hein. Le data matrix, comme le dit Nathalie, remonte les infos dans votre logiciel. Le logiciel se débrouille pour interroger. Il va tout de suite, grâce à l'annuaire, trouver la bonne adresse, mais vous n'irez jamais dans l'annuaire, vous ne le verrez jamais. C'est les complémentaires qui se débrouillent pour le mettre à jour. Et donc, c'est vraiment une brique que vous devez totalement oublier. Le grand intérêt de ce truc-là, c'est que dès qu'une complémentaire change ou fait évoluer son système, vous avez l'information en temps réel parce que l'information se propage tout de suite et vous allez finalement jamais vous en rendre compte. Et c'est le but du jeu, c'est que vraiment ce soit un poste d'aiguillage en fait qui permette à votre logiciel d'ailleurs directement, pas à vous parce que l'opérateur n'a rien à faire, directement d'aller toucher le bon destinataire à chaque fois. Donc j'ai dit que c'est un point clé, ce qui signifie que pour répondre à la question qui a été posée, pas d'attestation, pas de tiers payant. Oui, ça c'est souvent une question qui nous est posée. En effet, de toute façon, s'il n'y a pas d'attestation, vous n'avez pas la certitude que votre patient est couvert par une complémentaire. Donc, si vous faites du tiers payant, vous prenez le risque financier de n'avoir aucune complémentaire capable de vous rembourser derrière. Donc, pour nous, normalement, ce n'est pas possible. Et ce n'est pas spécifique aux établissements. En ville, c'est la même chose. Et pourquoi on insiste également beaucoup sur ce data matrix, c'est que dans le cadre des expérimentations, on a un établissement qui s'est dit ben non, moi je ne vais pas partir sur le data matrix, je vais saisir manuellement les informations que je vais avoir recueillies dans l'association. Et force a été de constater que ça provoquait beaucoup de problématiques pour l'identification de la complémentaire santé et la bonne reconnaissance du bénéficiaire, parce que l'ensemble des éléments n'était pas forcément bien saisis et très rapidement, c'est pour ça que Nathalie a insisté lourdement et je réinsiste dessus, la nécessité de biper le data matrix est essentielle pour que la suite des échanges se passe le plus simplement possible.
Donc ROC, ça permet évidemment donc, de fiabiliser les factures et les retours de paiement. Et évidemment, le Graal, c'est diminuer le contentieux, voire le faire disparaître. Donc, on s'appuie pour ça sur quelques éléments, des éléments clés qui est l'identification claire du débiteur, le débiteur pouvant être différent entre guillemets, du numéro d'AMC, de l'identification de la personne morale ou de la marque que vous allez voir. Mais ça, encore une fois, tout l'enjeu et tout le travail qu'on a mené autour de ROC, c'est de faire en sorte qu'un certain nombre d'éléments de complexité qu'on a côté complémentaire soient masqués, filtrés. Donc, il y a des éléments clés que vous devez identifier, donc encore une fois, par le biais de ce data matrix. Et ensuite, derrière, on va, dans le cadre des échanges qu'on met en place, vous redescendre en automatique dans le système d'information des éléments, des valeurs, et notamment le débiteur. C'est une donnée clé qui est redescendue et qui peut être modifiée en cours de parcours, mais ce n'est à la limite pas votre problème. On a fait en sorte que tout le système d'information, tous les échanges soient définis pour rendre ça transparent pour vous. Donc ensuite, des factures qui vont contenir un engagement de paiement. Donc ça, évidemment, un autre point crucial dans le dispositif. C'est également la base de ce qu'on met en place par ailleurs sur la médecine de ville. C'est quelque chose d'éprouvé. Une référence de virement normalisé dans le retour pour permettre de rapprocher paiement et facture. Autre enseignement, autre point clé. Donc on a identifié l'interlocuteur, on a un engagement de paiement, mais derrière, toute la difficulté qu'on avait observée sur le terrain, c'est que, notamment quand il y a la DGFiP qui intervient, c'est que tous les acteurs ne se parlant pas sur la base de même identifiant, il était difficile d'arriver à ajuster, à rabouter un paiement et un virement. Donc là, on a mis en place une clé, un libellé de virement, et donc cette référence va vous permettre, vu qu'elle est reprise sur les points clés, de pouvoir donc faire ce rapprochement. En cas de rejet, alors, on peut avoir des retours. On préfère parler de retour plutôt que de rejet, puisque vous allez poser une question. L'enjeu dans les services en ligne, ce n'est pas de faire en sorte que systématiquement, on vous dise la complémentaire que vous interrogez couvre bien Monsieur Dupont pour le séjour et il y a 0 reste à charge. Ça, ce n'est pas l'enjeu de ROC. Ce n'est pas l'enjeu des services en ligne de façon générale, quel qu'il soit. L'enjeu des services en ligne, c'est de faire en sorte de vous sécuriser le dialogue et que vous sachiez réellement quelle est la situation du patient qui est en face de vous. Donc, la situation du patient, ça peut être qu'il a changé de complémentaire ou qu'il n'a plus de complémentaire, et auquel cas, vous avez une information qui est claire. Donc, vous allez poser donc, la question sur la base de cet élément clé qui est l'attestation, et donc votre système d'information de façon transparente pour l'agent à l'accueil va donc poser la question à la complémentaire dans un premier temps de la présence dans le portefeuille de la complémentaire et de l'éventuelle couverture. Et donc le fait qu'on vous retourne de façon normalisée avec des libellés qui sont donc harmonisés, ça c'est pour répondre à une autre question qui était posée, et donc complètement intégré dans le système d'information de l'établissement. Donc le système d'information de l'établissement va être aussi mis en œuvre pour savoir quelle action mener une fois un retour donné. Et donc ça va permettre de faciliter la régularisation de la situation du patient et de complètement guider les actions que vous aurez à mener, et donc ne plus avoir de situation de conflit avec le patient, mais être aussi au clair sur les échanges avec les complémentaires et donc savoir quoi faire. Et puis donc des améliorations pour fiabiliser bien sûr la relation comptable publique et complémentaire. Si on passe à la suite. Donc ROC, c'est quoi? C'est un certain nombre de principes clés. Donc pour un bénéficiaire, l'établissement va poser une question à la complémentaire. Laquelle complémentaire?
va apporter une réponse. Donc ça s'appuie sur des temps réels, donc une question, une réponse pour un cas de figure, donc pour un bénéficiaire, pour un séjour, des ACE. Ce sont des services qui sont automatisés, donc complètement intégrés dans le poste de l'établissement et qui sont dématérialisés. Pour ça, on s'appuie sur une disponibilité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour répondre aux demandes des établissements. Et ça va amener donc la certitude sur les droits du bénéficiaire et le cas échéant sur la garantie de la part AMC, donc si le bénéficiaire est couvert et a des garanties ouvertes côté complémentaire. Donc on peut passer à la suite. L'objectif, c'est de réduire les tâches administratives des établissements. Donc, on l'a largement abordé. Donc, lecture automatisée via le data matrix, la possibilité d'information de la connaissance du reste à charge à admission à la sortie, mais également en cours de séjour, via le dialogue. Et donc, je l'ai introduit lors de la description du parcours du patient dans l'établissement, c'est l'organisation du passage en caisse par l'établissement en fonction de la situation. Donc en amont, si vous voulez, le jour J de la sortie programmée du patient, le traitement va passer et permettre d'échanger donc, avec la complémentaire pour savoir quel est le reste à charge et donc vous permettre de dire au patient avant qu'il sorte effectivement s'il aura besoin de passer en caisse ou pas. Donc, adieu les processus de actuelle prise en charge. C'est pour ça que dans le processus ROC, on essaye de bannir ce nom de prise en charge pour essayer dans les esprits de tuer cette difficulté. Donc, une gestion automatisée du débiteur. Donc, on oublie aussi des débiteurs qui sont mal identifiés. Des gains de trésorerie avec un engagement de paiement dans les 2 jours maximum, et vous verrez le retour d'expérience montre que de toute façon, aujourd'hui, on est en deçà de ce délai. Une sécurisation du paiement, donc avec l'application systématique du tiers payant sur la part AMC, évidemment, dès lors qu'on est dans le cadre de ROC. Si l'établissement ne souhaite pas faire de tiers payant, c'est un autre sujet. Et puis, donc, un passage en caisse facilité, donc, qui va permettre un meilleur recouvrement de la part patient. Je n'y reviens pas, je l'ai abordé rapidement. On peut avoir des modifications de la simulation en fonction de la situation du patient au sein de l'établissement. Donc ça, c'est tout ce dispositif qui permet de vous faciliter la vie. La réduction des contentieux, on en a parlé. Si vous avez des questions, on pourra en reparler à la fin, mais c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est voilà. Une garantie de paiement et le dispositif qui permet de ne pas avoir de litige. J'ai réussi à récupérer le fil de questions sur un autre écran. Peut-être qu'on fait une petite pause pour répondre à un certain nombre de points qui sont soulevés sur le côté, parce qu'il y en a beaucoup. D'accord. Alors, je laisse les lire à ce moment-là, puis comme ça, je... Oui, ou si tu vois déjà des éléments, sur tout ce qui est Optam, on va en parler un petit peu plus loin. Ça fait partie des choses qu'on a effectivement commencé déjà à discuter avec le groupe de travail. Sur les questions relatives au SSR, pour l'instant, c'est hors périmètre, le SSR. Donc, on n'a pas encore abordé le périmètre. Enfin, voilà. Je ne sais plus, tu l'as balayé le périmètre, je me souviens. On l'a dit au début, mais peut-être un peu rapidement. Le dispositif ROC aujourd'hui ne s'applique qu'au MCO. On doit travailler avec le ministère pour l'adapter à la psy et au SSR. Donc, c'est un sujet qui est devant nous. On va, normalement, être en mesure de gérer de la même façon les séjours en SSR, alors avec des particularités qu'on doit encore traiter, compte tenu d'ailleurs de la durée des séjours et la manière dont ils peuvent s'interrompre ou pas. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'offre en fait dans le dispositif ROC sur tout ce qui est SSR. Sur les engagements concernant les délais de paiement, c'est quelque chose qu'on va voir juste après. En fait, c'est porté par ce qu'on appelle nous le contrat technique inter-AMC. On a dit tout à l'heure, il n'y a pas de contractualisation ou de conventionnement au sens tarifaire du terme, mais il y a un socle technique, un contrat commun qui porte les engagements de l'ensemble des complémentaires. Et quand vous allez demain signer ce contrat, vous le signerez avec l'ensemble des complémentaires santé qui s'engageront à fonctionner de la même façon,
avec les services en ligne, avec un engagement sur le délai de paiement. De mémoire, il est de… on s'est 12 jours. On s'est calé sur les 12 engagements. jours, Christophe. Voilà. Côté AMO, 12 jours. Et les constats qu'on fait, c'est plutôt de l'ordre de 5 à 6 jours sur le terrain. Mais l'engagement contractuel de mémoire est effectivement de 12 jours. 10 jours au plus tard. Quand vous dites quelqu'un a indiqué sans attestation, nous faisons une demande de prise en charge sur les sites internet de chaque mutuelle, ça peut arriver, oui, mais il faut être sûr que vous adressez à la bonne mutuelle. Et donc, ce n'est pas toujours forcément évident. Si vous connaissez le patient, si vous avez déjà eu ce patient et que vous avez déjà eu l'occasion, par exemple, d'avoir des éléments d'attestation relatifs à sa complémentaire, normalement, demain, votre logiciel vous permettra de rejouer, par exemple, le service en ligne. Par contre, le service en ligne, IDB en l'occurrence, interrogation des droits du bénéficiaire, pourra vous dire tout de suite « Ah ben non, ce patient n'est plus chez moi, il n'est plus dans tel complémentaire, donc il faut une nouvelle attestation ou il faut qu'il vous indique qu'il a changé de complémentaire parce que sinon vous ne pourrez pas trouver la bonne info. » Et sur la saisie des informations, alors après, il peut, sur le site internet du mutuelle, si vous avez effectivement des conventions ou des accords spécifiques, c'est éventuellement le cas. Mais je ne sais pas à quel site vous pensez en général, mais si ce n'est pas des sites dédiés finalement à la relation contractuelle spécifique que vous pouvez avoir avec une complémentaire, il faut vraiment, vraiment, comme la carte vitale, demander l'attestation de l'assuré. On anticipe un peu, on est en train de travailler comme pas mal de monde en ce moment sur le projet de carte vitale sur smartphone, l'app CV. On fait en sorte que demain, les éléments du Data Matrix, qui permettront de déclencher les services en ligne, seront directement portés par cette application. Donc demain, un patient qui se présenterait chez vous et qui vous donnerait son smartphone avec l'application AppCV pourra vous transmettre automatiquement ses identifiants AMO, AMC, et donc ça déclenchera les services en ligne. Mais là, quand je dis demain, c'est peut-être même plutôt après-demain. Donc aujourd'hui, en tout cas, c'est vraiment le Data Matrix qui va faire office de déclencheur en fait, des services en ligne et de garantie pour vous que vous travaillez avec la bonne complémentaire. Je n'ai pas compris la question. Les codes mutuels qui remontent lors de l'appel au CDRI peuvent-ils remplacer le Data Matrix? CDRI ne répond pas pour le compte des mutuelles, hein. Enfin des complémentaires, pardon. CDRI, c'est un service en ligne de l'AMO. Donc, il va répondre sur des informations relatives à la situation de votre patient au regard du régime obligatoire, mais il n'est pas en mesure, CDRI, de vous fournir des infos sur la complémentaire. L'équivalent de CDRI, c'est ce qu'on appelle IDB, nous, et vous ne pouvez déclencher IDB qu'avec le Data Matrix. Catrax, on va en parler après, vous verrez. On ne se positionne pas, nous, il n'y a pas de besoin pour nous de se positionner par rapport à Catrax. La question qui se pose, c'est est-ce que l'offre de Catrax a encore un sens dans le contexte ROC? Mais je vous propose d'en parler un petit peu plus loin quand on aura déroulé l'ensemble du dispositif. Si je zappe des questions de Nathalie et Morgane, n'hésitez pas à prendre le relais. Il y avait une question sur la C2S. La C2S, c'est hors dispositif ROC. Oui, puisque voilà, le tiers payant est opéré par l'assurance maladie obligatoire pour les patients C2S. Voilà, donc normalement, on n'intervient pas sur cette dimension. Donc, on n'intervient pas directement sur cette partie-là. Qu'est-ce que j'ai vu également? Il y a une question sur les dépassements d'honoraires, donc oui. Alors, la réponse est oui, hein, mais je crois que Bertrand a déjà répondu à la question. On prend… vous nous posez la question et on vous répond au regard de ce qui est possible d'être pris en tiers payant pour le patient au regard de son contrat, hein. Alors, en fait, ce qu'on peut préciser, Morgane, c'est que c'est dans le cadre des évolutions qu'on envisage. Aujourd'hui, dans le cadre de ROC tel qu'il existe, il n'y a pas de dépassement. Donc oui. Le sujet n'est pas instruit aujourd'hui, mais il est prévu effectivement dans le cadre des aménagements sur lesquels on travaille. Et du point de vue des complémentaires, en gros, ils ne posent pas de véritables difficultés, si ce n'est que ça coûte de l'argent, évidemment. Mais par contre, sur le plan technique, vous interrogez la complémentaire et la complémentaire vous répond sur les montants qu'elle est capable de prendre en charge en fonction des garanties de votre patient et même d'ailleurs en fonction de sa consommation de son contrat. S'il en est à sa 3e ou 4e hospitalisation et qu'il a déjà consommé un certain nombre de dépenses qui sont plafonnées, par exemple, eh bien, vous le saurez parce qu'en fait, vous pourrez tout de suite savoir, la mutuelle vous dira, enfin je dis la mutuelle, pardon, mais c'est la complémentaire, hein, la complémentaire vous indiquera le montant qu'elle prend en charge. Donc, vous pourrez calculer directement le reste à charge et l'annoncer d'ailleurs aux patients éventuellement dans la phase qu'on appelle de simulation.
donc y compris d'ailleurs sur les éléments de dépassement. Si jamais il y a des contrats qui garantissent des dépassements d'honoraires à un certain niveau, un niveau élevé, vous le saurez parce que la complémentaire vous le répondra. Oui, il peut y avoir aussi des cas un petit peu particuliers, mais qui existent dans nos complémentaires, de contrats qui prennent en charge les dépassements, mais pas intégralement en tiers payant. Donc, vous pourrez avoir une partie du dépassement qui est pris en charge en tiers payant, et le reste du dépassement, l'assuré devra faire l'avance de frais et se faire éventuellement rembourser par sa complémentaire. Mais tout ça, ce sont des éléments que vous aurez dans la réponse des services en ligne. Je vois une question sur les motifs de rejet. Oui, les motifs de rejet sont détaillés et sont harmonisés. C'est indiqué un petit peu plus loin dans la présentation. Il y a un certain nombre de tables. J'ai répondu à la question, Christophe. Il y a peut-être une question sur laquelle il faut qu'on s'arrête 2 minutes parce que c'est vrai qu'on passe très rapidement. Le dispositif ROC est dense, c'est un tout cohérent, c'est un ensemble de normes et également de règles de gestion par rapport à l'articulation entre assurance maladie obligatoire et complémentaire. Dans le cadre des ACE, il y a une temporisation qui est faite, c'est que la garantie de paiement et la facturation à destination de la complémentaire santé ne peut être fait que quand l'assurance maladie obligatoire aura fini son propre cycle et vous enchaînerez sur la facturation côté complémentaire santé. Sur les séjours, étant donné que les motifs d'exonération sont connus assez rapidement. On vous demande de fiabiliser le caractère exonérant du séjour avant de vous adresser à la complémentaire santé. C'est pour ça qu'on vous dit régulièrement CDRI, CDRI, CDRI. Voilà pour cette partie-là. Donc, ce qu'on peut partager d'ores et déjà avec vous, c'est que cette mécanique fait bien, en tout cas, remplit bien les enjeux et les objectifs que nous lui avions confiés, c'est-à-dire réduire, appauvrir tout le circuit d'indu en lien avec des requalifications un peu tardives de factures en ALD ou pas en ALD. Donc, le terrain a bien démontré ce point-là sur le terrain et on a bien fiabilisé les choses sur cette partie-là. Je déroule un peu aussi les autres questions. Morgane, là, les dernières questions. Donc, la question de savoir si on gère bien les prolongations de séjour. Donc, oui, c'est sur le slide là. Quand je suis passée rapidement sur la gestion simplifiée des événements en cours de séjour, effectivement, on peut avoir un changement de type de prestation. On peut passer, je sais pas, il y a une perturbation dans le déroulement du séjour. Et bien, il peut y avoir donc une prolongation de séjour. Il peut y avoir besoin d'une chambre particulière à plus de chambre particulière ou vice-versa. Il peut y avoir un changement éventuellement d'établissement géographique parce qu'il y a besoin de faire un transfert. Tout ça va être géré de façon automatique et transparente. On peut peut-être avancer un peu sur la presse ou comme vous voulez. Oui, on va reprendre le fil. Oui, je pense que on aura peut-être des réponses après. Sur les calendriers de mise en œuvre, non, on n'a pas de calendrier aujourd'hui de mise en œuvre sur le SSREPSI, malheureusement. On pense, nous, que les adaptations ne sont pas monstrueuses et que ça pourrait se faire assez vite, mais c'est un travail qu'on doit faire avec le ministère et on doit l'instruire. Je sais que des groupes de travail ont commencé aussi avec l'animation, me semble-t-il, de l'ANS. Donc, tout ça est en cours. Mais on va peut-être essayer d'avancer parce que sinon, on n'aura pas le temps pour le retour d'expérience. Oui. Voilà. Je vais reprendre le fil. Voilà. Alors oui, là, ça, c'est la dimension architecture contractuelle. On ne va pas trop s'attarder dessus, mais on a évoqué l'accord cadre tout à l'heure politique, qui est très important. Ce qu'il faut que vous reteniez peut-être, vous, en tant qu'établissement, c'est que vous n'aurez pas besoin, comme aujourd'hui, d'avoir un contrat avec autant de complémentaires, finalement, qu'il y a d'acteurs sur le marché. On a mis en place ce contrat de tiers payant qu'on appelle contrat de tiers payant ROC. Encore une fois, un contrat uniquement technique. En fait, il établit simplement un lien juridique entre vous et chaque complémentaire pour vous permettre de bénéficier du tiers payant. On a mis sur la droite de la présentation la manière dont ça se passe parce qu'en fait, on a mis en place un dispositif un peu particulier. C'est l'association inter-AMC qui porte en fait le contrat. C'est juste un guichet, en fait, un guichet qui permet à chaque établissement de signer juste une fois ce contrat, sachant qu'avant, l'association a obtenu, vous le voyez sur la partie basse, un mandat de chacun de ses membres. Donc, chaque membre de l'association a dit à l'association inter-AMC, je t'autorise à signer pour moi ce contrat avec chaque établissement.
l'établissement qui signe ne signe qu'une fois. Et le mandat est juridiquement ce qu'on appelle un mandat transparent. Donc, ce n'est pas l'association qui va opérer, ce n'est pas l'association qui donne la garantie de paiement. L'association est juste un véhicule pour permettre de recueillir la signature et de vous garantir que derrière, chacun de ses membres a signé. Et ensuite, quand vous avez signé une fois ce contrat, vous signez d'ailleurs pour tous les membres de l'association présents et futurs. Donc, il n'y a pas de difficulté, vous êtes couvert et vous avez régulièrement la liste des établissements, des AMC qui sont concernés derrière les contrats, mais c'est ceux de l'association dont j'ai parlé tout à l'heure, donc c'est la quasi-totalité du marché. Voilà, donc le dispositif contractuel, on a mis en place aussi un dispositif simplifié. Je ne vais pas aller trop long ici. Il y aura un numéro de téléphone. Vous pourrez contacter ce numéro de téléphone. Il y aura des échanges qui se feront à base d'un formulaire et d'une logique où on vous demandera un certain nombre d'informations pour renseigner tous les éléments, on va dire, constitutifs du contrat. On vous envoie un contrat que vous validez et vous faites signer. Et ensuite, on le récupère et nous, on le met à disposition. On se charge, une fois que le contrat est validé, de mettre à disposition de toutes les complémentaires de l'association, l'ensemble des informations que le fait que le contrat existe et vos coordonnées bancaires qui sont diffusées à l'ensemble de l'écosystème par nous-mêmes, on s'en charge. Coordonnées bancaires, point important, on l'a évoqué peut-être un peu rapidement jusqu'à maintenant, mais qui sont celles que l'on récupérera en provenance de la CNAM. C'est-à-dire qu'en gros, on se cale sur le fait qu'on utilisera exactement les mêmes relevés d'identité bancaire que ceux que la CNAM utilise pour vos paiements. Donc, vous ne pourrez pas le modifier puisque ce seront des informations, alors évidemment sauf erreur, mais là on entre dans un cadre un peu particulier, mais on aura des informations qui seront pré-remplies d'une certaine façon et fournies par la CNAM pour ces contrats. Voilà, je ne vais pas aller plus loin sur la notion de contrat, sauf peut-être pour aussi préciser, parce que c'est des questions récurrentes et ça fait l'objet de gros travaux durant toute la phase d'expérimentation sur le distinguo entre notion de complémentaire, mutuelle, assureur et débiteur et association. Sachez que tout ça est complètement géré et véhiculé en fait dans les flux, c'est-à-dire qu'on est bien capable de distinguer le porteur de risque qu'on a nous, le fait qu'il est éventuellement délégué ou pas à un tiers le fait de gérer pour lui et que donc le débiteur, ce n'est pas la complémentaire dont vous voyez le nom sur l'attestation, mais c'est quelqu'un d'autre. Vous le saurez à chaque étape parce que les notions sont bien distinctes et bien isolées et vos éditeurs seront en mesure, par exemple au service facturier, au service comptable, de faire apparaître les notions de débiteurs quand ils en ont besoin en fonction de la situation de chaque complémentaire, la manière dont elle gère les choses au fil de l'eau. Donc, les services en ligne véhiculent bien toutes les notions très détaillées dont vous avez besoin. Donc, là aussi, je pense que si on va trop entrer dans le détail si je reste là. Donc, sur le périmètre. Pardon, vas-y, je te laisse reprendre la suite. Ouais, on va peut-être passer rapidement. Donc, sur le périmètre, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Donc, aujourd'hui, on n'est que sur le périmètre MCO, SSRP pour plus tard. Hors périmètre, donc, on l'a précisé tout à l'heure, il y a des choses qui sont hors périmètre, donc la C2S notamment. S'il y avait un cas de surcomplémentaire qui serait différente de la complémentaire de base, à ce moment-là, ce ne serait pas géré par ROC, il faut s'adresser aux deux complémentaires de façon distincte. L'activité libérale des professionnels de santé qui est pratiquée à l'hôpital n'est pas intégrée non plus, de même que tout ce qui est soins prothétiques dentaires. On peut faire un petit point un peu plus de stop sur la page suivante, sur la facturation. Donc, sur la facturation, il y a tout ce qui est frais de séjour, donc ce qu'on appelle la partie haute de la facture. Donc, tout ce qui est non soumis à dépassement est systématiquement recouvré, donc ça, c'est bien intégré. Sur la partie des honoraires, donc tout ce qu'on appelle la partie basse de la facture, donc tout ce qui est facturable par l'établissement, donc en même temps que la partie haute, donc tout ça, c'est via Sésame Vital, c'est intégré. Sur la partie des dépassements, on en a parlé tout à l'heure, donc aujourd'hui, dans le cadre de ROC, ça n'est pas intégré, mais on se met en œuvre pour pouvoir le traiter dans le cadre de l'évolution, donc pour tous les... Pardon, j'ai dit MCO, c'est pour le cadre des établissements publics, pardon, et dans le cadre des établissements privés, évidemment, on l'intégrera. Donc, modulo les subtilités qu'a introduites Christophe tout à l'heure. Je vais avancer rapidement sur la suite. Voilà, et sur la partie soins externes,
Dans le cadre des établissements privés, donc, ce sont des actes qui sont essentiellement pratiqués par des médecins libéraux et donc qui sont facturés directement par le biais de la facturation Sésame Vital. Donc c'est ce cadre-là. Donc nous, on a mis en place des services en ligne ville qui sont tout à fait utilisables dans ce contexte-là. Plus marginalement, donc l'établissement peut facturer les consultations externes dans le cadre donc, de médecins salariés, notamment par exemple dans le cadre des urgences. Sur la page suivante, donc, on en arrive à la DREES. Donc oui, la DREES est la norme qui est la norme de référence de ROC. Alors ROC, c'est un tout. Hein. Il faut mettre en place l'intégralité des services, y compris la norme de facturation DREES. En réponse, on va dire, à une DREES, on a mis en place la norme des Noémie RSP, donc la 578R et 908R, R comme ROC, puisqu'on a fait des adaptations à la marge de ces deux normes pour pouvoir répondre aux attendus de ROC, et notamment la notion de libellé de virement. Pas que, il y a plusieurs autres aménagements qui ont été faits. Et donc, ces retours, aujourd'hui, sont faits à l'établissement et au comptable public, puisqu'on a deux acteurs qui sont distincts dans le cadre des établissements publics. Mais sinon, il y a un retour disponible pour l'établissement. Pour assurer le fonctionnement correct de la facturation en tiers payant, donc il y a un certain nombre d'engagements de l'établissement, puisqu'il y avait une question en quoi la facturation va changer. Ça va changer parce que vous n'aurez plus de rejet dès lors que toutes les étapes antérieures ont été conformes. Et donc, si vous remplissez, si votre système d'information est bien conforme à la mécanique qui est prévue, mais il n'y a pas de rejet de facture, puisque tout a été sécurisé en amont. Donc, les éléments de sécurisation, c'est évidemment d'envoyer un flux qui est conforme techniquement, ça, on respecte la norme, on n'en parle même pas, mais également donc, avoir obtenu un engagement de paiement de la part complémentaire. Donc, cet engagement de paiement, il est matérialisé par un numéro d'engagement. Et ce numéro d'engagement, il est repris dans la facture. Donc, ça va concerner les actes, les consultations externes, les séjours. Il faut traiter systématiquement tous les rejets, puisque s'il y a eu un rejet et qu'on émet une facture alors qu'il y a eu un rejet, évidemment, la facture ne pourra pas être honorée. Et donc, pour les établissements publics, donc effectuer donc tout ça dans un délai inférieur au délai de suspension des procédures qui sont convenues dans le cadre, on va dire, du réglementaire. Et puis, donc, en cas de rejet justifié, donc, il faut annuler le titre de recette correspondant pour pouvoir réémettre un titre, donc pour pouvoir redemander la facturation. Sur le point suivant, donc, on a dit qu'on avait des rejets qui étaient normalisés, donc ça, je vais passer, mais on a également des actes qui sont normalisés. Donc ça, on parle à un vocabulaire commun, c'est encore une fois la clé pour se comprendre, et on a inclus dans ce vocabulaire commun, donc évidemment les actes qui sont connus par les partenaires AMO et AMC, mais on a également des actes additionnels potentiellement ajoutés. Donc ça, pour répondre au point sur la capacité à définir des services supplémentaires. On avait dit que pouvait s'ajouter à cette norme technique une norme qui permet d'avoir des accords tarifaires. Donc ces accords tarifaires peuvent répondre à des services additionnels spécifiques. Donc dans la table des codes actes, on prévoit donc la codification de ces services additionnels, et donc là, ils sont connus des partenaires en bilatéral. On a une normalisation du libellé de virement, on a insisté lourdement dessus, mais c'est vraiment une des clés qui va faciliter le lettrage et l'émargement comptable. Donc c'est vraiment des facteurs d'amélioration de la vie au quotidien. On l'a constaté également sur la partie service en ligne, médecine de ville. Si on peut passer à la page suivante. La dimension lettrage et rapprochement bancaire, hein, c'est un point que vous devrez voir bien sûr avec vos éditeurs, mais c'est fondamental. Hein. On a fait tout le nécessaire pour, comme je le disais au début de la présentation, de bout en bout, les choses soient le plus simplifiées possible. Donc normalement, demain, avec ce qu'on vous envoie comme réponse,
vous pouvez aussi automatiser avec votre éditeur tout ce qui est émargement et vérification des encaissements. C'est quand même un point aussi, je pense, nouveau et très important. Laure, sur l'annuaire, on en a parlé, je ne sais pas si on l'a dit beaucoup, mais oui, alors rapidement, c'est ce qu'on a dit, c'est un outil qui permet de faire des échanges de façon transparente. Donc, c'est les points orange, hein, là, on a bien précisé, en fait. Ça va permettre, donc sur un triplet, donc en gros sur une référence technique qui va être transparente parce que c'est dans le data matrix, donc vous en préoccupez même pas, mais donc votre système d'information va être en capacité de dire si on s'adresse à la complémentaire pour des soins externes ou pour un séjour. Donc, en fonction de ça et en fonction du service, donc savoir si c'est un service en ligne, IDB, SIM, CLC ou une facture. Donc, vous allez pouvoir avoir en réponse, donc votre système d'information va avoir en réponse les informations d'adressage. Et donc, c'est quelque chose de transparent pour le personnel au sein de chaque établissement. C'est ça que ça fonctionnera de façon transparente et c'est mis à jour. Voilà. Donc, ça vous facilite la vie. Vous n'avez pas besoin de connaître les services en ligne. Vous n'avez pas à gérer de table. La gestion de la relation AMC est faite d'un point de vue interlocuteur technique. Donc, vous n'avez pas besoin de stocker un catalogue de vos interlocuteurs techniques. Vous l'aurez, en dynamique. Voilà. Et avant de passer à la partie XP, on va aller assez vite sur cette partie-là pour tenir le timing, mais je vois un certain nombre de questions aussi. Par exemple, les AMC, MGEN, etc., effectivement, les gestions uniques, les mutuelles de fonctionnaires, oui, elles sont dans ROC. Et pour tout vous dire, la MGEN va démarrer ROC normalement en début d'année prochaine. Tout début d'année prochaine, ça fera partie dans les mutualistes, l'un des plus gros acteurs qui démarre ROC le plus tôt. Donc, ce sera en février, normalement prochain. Et bien sûr, on distingue bien les flux AMO des flux AMC, donc c'est de la gestion séparée de cette façon-là. Et les complémentaires, enfin les mutuelles de fonctionnaires se sont bien sûr préparés, ont dû faire des adaptations pour ça. Donc il n'y a pas de difficulté. Les coordonnées bancaires, je crois qu'on a répondu à la question. Je ne suis pas sûre qu'on ait répondu à la question, mais on l'aborde dans les dernières planches sur les coordonnées bancaires. Juste une petite précision sur la MSA, effectivement, parce que ça me paraît être un point structurant pour vous, la MSA. Pour ce qui relève du portefeuille de ces complémentaires santé dont elle a la délégation de gestion, l'arbitrage est rendu, donc la cible c'est ROC. Donc la part complémentaire ne sera plus véhiculée dans ce qu'on appelle, nous, de notre côté, la gestion unique. Donc la MSA intègre ROC et plutôt fin 2022 de ce qu'on connaît nous côté CETIP puisque on a la chance d'avoir des institutions de prévoyance qui s'occupent du monde des salariés agricoles. Donc voilà pourquoi on a l'information de notre côté. Peut-être basculer en slide 33 pour essayer de clôturer. Sur l'expérimentation. Alors, ce qui est important de garder en tête, là, au-delà des chiffres que je vais vous présenter et des différents acteurs qui sont intervenus, c'est que il s'agissait pour l'ensemble des concepteurs du dispositif de bien s'assurer que cette mécanique extrêmement automatisée et qui sollicite finalement peu des ressources humaines pour faire toutes les étapes que vous a présentées Nathalie préalablement. On avait vraiment besoin que l'ensemble du processus soit secoué, expérimenté. On a mis fin aux prises en charge, on travaille complètement différemment. On a évacué toutes les difficultés actuelles du tiers payant pour essayer de travailler sur des solutions sur chacune des étapes. Et finalement, on a pu lancer cette expérimentation qui s'est poursuivie, qui se poursuit toujours au sein de 7 établissements de santé, à l'appui de 5 éditeurs de logiciels différents et avec la participation de 4 organismes complémentaires d'assurance maladie et leurs opérateurs de tiers payants. Vous retrouvez de façon détaillée dans la sphère les différents acteurs qui ont participé à toute cette phase-là. Assez rapidement, aujourd'hui, on atteint quasiment, les chiffres qui vous sont présentés sont à fin mai. Il y a quand même du volume, des accrochages qui sont intervenus. Je passe volontairement cette slide pour m'arrêter vraiment sur la slide 35.
Aujourd'hui, on a un volume de plus de 15 000 factures qui, qui sont qui ont été en tout cas envoyées dans le cadre du dispositif ROC. Ce qu'on constate factuellement, c'est que on a un délai moyen de paiement de ces factures qui se déroule à 6 jours, sachant que, comme l'a indiqué Christophe, la date d'engagement, c'est 12 jours maximum. Ce qui était important également pour nous, c'est de s'assurer que les réponses en temps réel se fassent dans des délais tout à fait acceptables. Donc, on a des taux de réponse qui sont assez bas, hein. Effectivement, on avait positionné la barrière à 4 secondes. On est bien en deçà. Donc, on voit que les délais des services en ligne sont tout à fait acceptables et confortables pour un usage au quotidien. En tout cas, sur les 15 000 factures échangées, alors on a une petite coquille dans les slides. Le taux de rejet depuis le début est à 0,04%. Il est tellement petit que nous, on parle de zéro rejet quand on expose notre tour d'expérience sur le dispositif ROC. Les 0,04% sont matérialisés parce qu'il y a eu un incident technique sur un démarrage avec des flux envoyés au mauvais endroit parce que le raccordement n'avait pas été bien fait sur un des sites. Mais c'était vraiment un échec technique. Mais force est de constater qu'il y a zéro rejet. On a également, en lien avec des questions qui sont posées sur les requalifications, gestion d'indus, etc. Alors, quand on dit un volume très faible d'annulation, franchement, c'est pour pas vous dire zéro, parce que quand on dit zéro, personne ne nous croit. Donc, je crois qu'il y a dû y avoir une ou deux annulations depuis l'origine, en lien pareil avec un petit souci de compréhension, mais factuellement, quasiment pas de rejet, pas d'annulation, des RSP qui sont émis entre 2 à 4 jours selon les organismes complémentaires, une DGFiP qui a pu procéder à des rapprochements complètement automatisés et très contente puisque sur ces périmètres-là, nous, c'était un enjeu côté complémentaire santé parce qu'avec les établissements publics, on a le trésor public qui est juste derrière et les fameuses opérations de saisie à tiers détenteur quand le comptable public et l'établissement et la MC ne se comprennent pas. Donc, force est de constater qu'on en a eu zéro pendant l'expérimentation. Donc, on est très content, nous, de ces chiffres. On voit que c'est un dispositif qui fonctionne. Le ressenti des établissements qui ont participé à l'expérimentation est très positif. Et ils attendent qu'une seule chose, c'est que le périmètre soit le plus élargi possible. Ce qui fait que là, nous, ce qu'on voulait en tout cas mettre en évidence aujourd'hui, c'est les leçons à tirer également de ce retour d'expérience. Côté établissement de santé et éditeur, oui. Oui, clairement, il y a un sujet de préparation technique et d'accrochage avec les certificats côté établissement, la gestion des connecteurs, quand vous faites appel à un prestataire de type Enovacom ou autre sur l'envoi des flux et la gestion de flux, il faut prévoir que côté éditeur de logiciels, que ces informations-là reviennent bien dans la gap et c'est important que cette préparation technique et cet accrochage soient bien encadrés, bien pilotés, parce qu'à chaque fois hélas, on s'est pris un peu les pieds dans le tapis, c'était pas sur des aspects métiers, c'était pas sur des aspects fonctionnels, c'était vraiment sur du technique. Ça, c'est le premier point sur lequel on voulait attirer votre attention. Le deuxième point, c'est un nouveau processus de facturation qui n'a rien à voir avec les pratiques actuelles du tiers payant. Donc, de votre côté, il y a un certain nombre d'éléments, notamment autour de l'organisation du recueil des informations, le lecteur de data matrix versus la saisie, demander systématiquement l'attestation de tiers payant. Donc, ce sont des éléments qu'il faut bien mettre en évidence parce qu'il y a beaucoup d'organismes complémentaires santé. Ça ne va pas changer, même si on s'est quand même un peu concentré ces dernières années. Ça ne change pas. Donc, et ça n'évoluera pas. Ce n'est pas un guichet unique, ROC. Vous avez besoin quand même de recueillir un minimum d'informations pour pouvoir enchaîner. Le deuxième point, c'est qu'il faut effectivement veiller au lien entre la facturation AMO et AMC. Hein. Bien suivre le processus tel qu'il a été conçu dans ROC, je vous l'ai dit, les chiffres, hein, derrière, ils partent. Pas d'annulation de facture, pas de rejet, pas de requalification. Quand on respecte bien le processus,
j'ai presque envie de dire, ça roule tout seul. Il y a également, sur une période transitoire, la gestion de la montée en charge à organiser entre les AMC qui sont dans le dispositif ROC et les AMC qui n'y seront pas encore. C'est également vrai pour nous, hein. Il y a tous les aspects, et ça, on sensibilise beaucoup les éditeurs de logiciels dans le cadre de nos échanges avec le GIE César Vital et l'ANS autour de la notion de débiteur, qui est un concept qui est complètement nouveau et qui peut avoir des impacts sur les modèles de données actuellement présents au sein des éditeurs de logiciels. Il y a, en lien avec la montée en charge des AMC, l'organisation de l'arrêt des anciens flux. Quand une AMC rentre dans le dispositif ROC, tous les anciens flux sur lesquels elle était accrochée s'arrêtent, parce qu'il n'est pas question aujourd'hui de pérenniser des échanges avec, sous une ancienne mode, Noé. Alors, je laisserai parler Christophe sur le devenir du réseau Noé, mais Noé 615 ou normes propriétaires, on ne maintient pas deux dispositifs en parallèle. Une fois que la MCL est dans ROC, elle ferme pour l'établissement les autres flux. Les autres flux, absolument. Voilà. Alors, il y a là juste la question, juste après, on le mentionne, de 4 axes. Effectivement, je sais que c'est une question récurrente pour beaucoup d'entre vous, on l'a vu dans le fil de discussion. A priori, nous, on considère, et d'ailleurs, on a déjà rencontré 4 axes plusieurs fois, le ministère aussi, hein, on considère pour nous qu'avec ROC, tout ce qui faisait finalement la valeur ajoutée d'un 4 axes par rapport à vos processus, normalement, disparaît. Donc, à partir du moment où vous avez ROC, vous maîtrisez ROC et vous avez mis en place le dispositif, et bien sûr, ça fonctionne avec la majorité des complémentaires, il y aura quand même une phase de montée en charge, hein, eh bien, c'est vrai qu'on peut se poser la question de l'intérêt de l'offre de 4 axes. Donc, on n'est pas en mesure de vous dire, nous, il faut abandonner, il ne faut pas abandonner. C'est à vous d'en juger en fonction de votre organisation, en fonction de vos besoins, en fonction de votre éditeur de logiciel, en fonction de la façon dont vous allez monter en charge sur ces sujets-là, en fonction de ce que Trax va vous proposer de faire ou de ne pas faire. Il est vrai que quand on regarde le dispositif ROC, on l'a conçu précisément pour éliminer tous les points sur lesquels Catrax intervient. Parce que c'était des points gênants pour vous, des points gênants pour nous, pour le patient, évidemment. Et donc, le constat qu'on fait, hein, Morgane l'a dit, et quand on voit quasiment plus aucun rejet, plus aucune annulation de facture, y compris avec le Trésor public qui a aussi fait de gros travaux d'adaptation, ça marche très, très bien. On est très confiant sur le fait que quand ROC sera en place, eh bien, effectivement, tous les irritants qu'on a aujourd'hui vont disparaître. Et il n'y en aura pas beaucoup d'autres qui prendront le relais. Donc, on se dit, et on le voit dans le cadre de l'expérimentation, quand quelqu'un a basculé dans ROC, a priori, peut-être utiliser encore des sous-traitants pour tous les flux qui sont hors ROC, mais pour tout ce qui est dans ROC, on ne voit pas très bien l'intérêt de l'intervenant Catrax ou d'autres. Hein, je ne personnalise absolument pas sur la société. Pour compléter ton propos, pour dire clairement les choses, une AMC qui aujourd'hui accepte des flux via 4 axes, une fois qu'elle démarre ROC et que l'établissement est de ROC, elle arrête 4 axes. Elle ne maintient pas on va dire un canal qui est source de dysfonctionnement, de contentieux, on va dire, désagréments vis-à-vis de l'établissement de santé aussi, de mauvaise image, et puis surtout qui n'a pas de valeur ajoutée pour son assuré. L'objectif de ROC, c'est quand même, nous, côté complémentaire santé, d'assurer un tiers payant de qualité à nos assurés. Et ce n'est pas le cas de la solution 4 axes aujourd'hui. Voilà, bon, je ne pense pas qu'on puisse passer trop ou plus de temps aujourd'hui, parce qu'en plus, le temps nous manque là, mais on essaie de vous donner les éléments. Si vous souhaitez qu'on en reparle en dehors, etc., ou dans le cadre, bien sûr, de ce que peut Bertrand et la FHP pourront organiser, il n'y a aucune difficulté. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les leçons qu'on tire, c'est bien que lorsque le ROC est en place, c'est le canal en fait, qui permet de fonctionner de manière fluide avec tout le monde. Et en général, il n'y a plus besoin d'avoir de sous-traitants qui revient, qui corrige, qui reprend, qui gère les flux éventuellement, qui fait l'interface, etc. Encore une fois, sauf si vous le jugez utile, mais là, nous, on n'est pas dans votre organisation, donc ce n'est pas à nous d'en juger sur ce point-là. Peut-être les retours côté AMC. Ouais, je reprends.
effectivement, donc pour les AMC, donc effectivement, nous aussi également, on a du travail et des points de vigilance, effectivement, mais ça c'est un grand classique. La reconnaissance du bénéficiaire de soins est le point phare sur lequel on a dû beaucoup retravailler parce que bah, il n'y a pas une stricte identité entre, on va dire, le, le portefeuille, on va dire, vu de l'assurance maladie obligatoire et puis l'identité du bénéficiaire vu de la complémentaire santé. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus. On a aussi comme point de vigilance bah, de l'organisationnel avec nos propres sous-traitants également et clarifier cette notion de débiteur pour que, avant de démarrer ROC, une complémentaire santé, bah, elle puisse offrir une organisation propre et claire lorsqu'elle intègre le dispositif ROC. Donc, c'est pour ça que nous, on parle souvent de notion de triplé au niveau d'identifiant AMC, ce qui peut être un peu barbare pour vous. Et c'est bien pour ça qu'on vous dit tout le temps, scanner Data Matrix, ne rentrez pas dans ces détails-là. Ce sont nos organisations derrière qui sont multiples et l'objectif, c'est de simplifier cette partie-là en termes d'accès, mais l'organisation derrière, ce n'est pas un guichet unique. Revoir également l'organisation du parcours assuré. Ben, à partir du moment où on est en temps réel, qu'on a des échanges réguliers au cours d'un séjour d'un patient et notamment avec des événements déclencheurs de votre côté qui sont de nature à faire évoluer le reste à charge d'un patient, ben, c'est une organisation autour de ce parcours assuré et nous, on l'accompagne. Et puis, on a d'autres services au sein de nos complémentaires santé, comme de l'accompagnement pendant l'hospitalisation sur les enfants, sur la scolarité, sur des aides à retour à domicile ou des aides ménagères qui n'auront rien à voir avec son hospitalisation, mais qui sont des services qui viennent à côté. Par exemple, nous, on s'assure aussi, alors là, c'est un peu réduit dans la façon dont on l'a écrit, mais on a également l'ensemble de nos complémentaires santé vont passer j'ai envie de dire, notre laboratoire de conformité qui va s'assurer que chacune des complémentaires santé, avant de démarrer le dispositif ROC, dans leur développement, dans la façon dont ils l'ont implémenté, que ce soit au niveau métier, des codes rejet, des RSP, ben, on va s'assurer qu'ils respectent l'ensemble du cahier des charges qui a été produit. Et enfin, effectivement, ben, on est sur de l'interopérabilité pure. Il s'agit d'avoir le bon niveau de contrôle sur la facturation et donc s'assurer que ce qui a été défini dans le cahier des charges est bien appliqué par la complémentaire santé. Ce qui donc nous amène à une transition vous concernant plus. Hein, ce sont les travaux qui sont actuellement conduits dans le cadre on va dire, de l'extension du dispositif actuel aux cliniques privées. Donc, à date, aujourd'hui, on a eu 4 groupes de travail depuis avril 2021 avec les membres de la FHP, mais également les représentants de la FEAP. Sont partie prenante de ces groupes de travail, la DGOS, bon, bah, nous, hein, les fédérations de complémentaires santé, mais également le GIE, César Vital et l'ANS, de sorte à ce que on puisse, on a déjà passé beaucoup de temps à présenter le dispositif. Hein. On sait que le ticket d'entrée est un peu lourd, mais on a souhaité passer beaucoup de temps pour qu'il y ait cette pédagogie et que nos interlocuteurs comprennent bien le dispositif. On a également procédé à des examens détaillés de chacun des services en ligne, comment ils sont utilisés, pour pouvoir en fait mettre en évidence ce qui nécessiterait des aménagements pour que le dispositif s'adapte à vos organisations. À date, hein, on a levé 2 points. Il y a la gestion des dépassements d'honoraires, hein, en toute logique, et y compris en réponse à une question que j'ai vue passer avec le caractère Optam et Optamco des intervenants au sein de vos structures. Et également la question des comptes mandataires. Hein, alors, on l'a peut-être pas dit de façon aussi stricte, mais nous, on s'appuie sur les coordonnées bancaires transmises par l'assurance maladie obligatoire. Et donc, la proposition qui a été faite dans ce contexte, c'était de
répliquer ce mode de fonctionnement. Donc, on connaît deux comptes. Un compte sur lequel on verse la partie haute, en fait, hein, du bordereau. Et puis, il y a un compte pour la partie basse que vous avez déclaré au service de l'assurance maladie obligatoire. Et c'est celui-là qu'on utilisera pour la partie honoraire pour les. Donc, je pense que ça répond à la question sur les comptes mandataires. En tout cas, passer ces 4 groupes de travail, il y a eu un constat hein, partagé, c'est que il fallait vraiment, à l'image de ce qu'on a déjà conduit, mettre en place un pilote. Alors, sur la base du dispositif actuel modulo, les quelques aménagements qu'on commence à pressentir pour pouvoir justement s'assurer de la bonne adaptation du dispositif. Donc, pour ce faire, en termes de prochaines étapes, sur cet été, on est en train de formaliser une note de cadrage qui va reprendre le fonctionnement et qui va identifier le delta entre l'existant et les nécessaires adaptations à faire en lien avec le mode de fonctionnement des cliniques privées. Une fois que cette note de cadrage va être bouclée, on va pouvoir, chacun de notre côté, vous dans vos instances et nous dans les nôtres, procéder à la validation de ce cadrage nécessaire pour pouvoir après le déverser dans la nouvelle gouvernance ROC pour que la gouvernance s'empare de cette note de cadrage et puis lance les travaux de rédaction de cahier des charges, les laboratoires, etc. et autres, pour qu'on puisse voir en fin d'année des travaux préparatoires pour l'organisation d'un pilote et de l'expérimentation entre quelques complémentaires santé et quelques établissements de l'autre. On va boucler parce qu'on a un petit peu débordé, on s'en excuse. Juste peut-être deux précisions. J'ai essayé de répondre à quelques questions qu'il y avait dans le fil en route. Quand la question est posée, ROC a-t-il un coût? En fait, il n'y a pas de coût lié à nous en tant que complémentaire, mais comme vos éditeurs font des ajustements, des adaptations, il n'est pas impossible qu'ils vous facturent une nouvelle version, une montée de version. Est-ce que ce sera dans la maintenance évolutive ou la maintenance que vous payez déjà de leur offre ou est-ce que ce sera en plus? C'est leur politique commerciale, donc c'est à vous de voir avec eux. En tout cas, il n'y a rien, aucun coût lié à nous. Toutes les normes et les standards et tous les travaux qu'on fait dans l'inter-AMC sont financés par les complémentaires, mais ne font pas l'objet de refacturation d'une façon ou d'une autre. Et sur des guides de mise en œuvre, c'est peut-être un petit peu tôt, mais bien sûr, dès qu'on aura des éléments à diffuser, on le fera, surtout que l'ANS a déjà bien travaillé sur ce sujet-là du côté des établissements publics. Donc, il y aura des choses, bien sûr, qui seront mises à votre disposition. Voilà, écoutez, Bertrand, je vous repasse la main. Je pense qu'on a à peu près, j'espère qu'on a tenu et qu'on vous a fourni le bon niveau d'information pour aujourd'hui. Oui, merci à vous trois. Vraiment, merci beaucoup. Alors, juste, vous aurez tous effectivement la présentation qui vous a été faite aujourd'hui, donc il vous sera envoyée ensuite là, de la séquence. Bon, vous avez compris hein, qu'effectivement, il y avait des travaux qui étaient engagés. Vous avez un calendrier là sous les yeux, voilà, qui est un calendrier que l'on tiendra. En tout cas, on est bien accompagnés. Les trois personnes qui sont intervenues aujourd'hui nous accompagner le bon terme, donc avec bienveillance qui plus est. Donc ces travaux-là, on les continue effectivement sur cette période-là. Moi, je ne vous cacherai pas hein, qu'on a un gros travail côté éditeur à faire, qui a déjà été engagé pour certains. Je ne vous cacherai pas que la période Ségur n'est pas simple, parce qu'en fait, ça vient de télescoper dans leur roadmap pas mal de choses. Raison pour laquelle il faut qu'on prenne le sujet maintenant, même si c'est parfois pas toujours audible côté éditeur parce que c'est un sentiment non prioritaire. Mais pour autant il faut que ce sujet ROC soit dans leur roadmap pour les prochains mois, prochaines années, que ce soit très clair par rapport à ça. L'enjeu est important. Donc voilà, sachez qu'on a bien ça en tête et que les travaux ont commencé. Quelques éditeurs nous ont déjà donné leur feu vert au sens où ils l'ont bien dans le scope. D'autres, c'est plus compliqué. Donc, vous connaissez mieux que moi le monde des éditeurs. Donc, vous voyez après ce que je veux évoquer. Voilà, en tout cas, il ne me reste plus qu'à vous remercier vraiment, 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 parce que c'est dense. Hein, c'est un sujet qui est dense, hein, qui est révolutionnaire hein, quand même, et en tout cas qui sera facilitateur pour tout le monde. Et puis on va effectivement dans tout un tas de réflexions qui seront adossées.
y compris sur des réflexions organisationnelles pour nos établissements, parce que nécessairement, ce sont des questions qui seront sur la table et qui vont être sur la table, compte tenu d'une dématérialisation, et ça dépasse effectivement le dispositif ROC, mais de manière générale, ce mouvement vers la dématérialisation posera cette question des réorganisations dans nos établissements. Écoutez, moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier vraiment, très sincèrement. Puis je crois qu'on se retrouve assez vite, finalement, nous, le 22 juillet, si je me souviens bien. Et merci de votre invitation et de nous avoir donné l'occasion de présenter ça à tout ce monde, parce que je pense que c'est effectivement important que tout le monde se prépare. Ouais, et puis encore une fois, un petit clin d'œil à la DGES, je ne sais pas si tu es avec nous, et puis j'ai vu que Loïc était là pour l'ANS, donc petit clin d'œil à eux, parce qu'effectivement, ils font partie aussi des personnes qui sont présentes, pour ne pas dire autre chose, pour accompagner effectivement le déploiement de notre côté. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.